On a visité le Nouveau-Brunswick, les Rocheuses. Après, on a fait un gros trip aux US de 5 semaines. On a fait un petit peu la Belgique puisqu'on avait un contrat. On a fait le Portugal. On a fait l'Islande aussi. On a pas mal voyagé. Et en fait, c'est ça qui a vraiment lancé le blog. C'est ce qui nous a ouvert plein d'opportunités. Tu vis la vie de rêve dans le sens où tu voyages, etc. Mais en fait, t'en profites pas comme si c'était toi qui voyageais, parce qu'en fait derrière t'as tellement le stress de faire du bon contenu, etc. Donc ça, les gens ils se rendent pas compte. En fait, t'es là pour bosser, t'es pas là pour profiter. Faut trouver tes limites, sinon tu fais un burn-out, c'est sûr. Le secret, c'était juste de dire, si demain il y a un client avec qui t'as juste un devis et une facture et qui te paye pas, t'as pas de moyen de te retourner. Si tu veux pas avoir de problème de trésor, aussi bien cadrer ce point-là. La vérité vraie sur la création de contenu. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création, abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Et juste avant de démarrer, si tu veux te lancer en indépendant, le plus important, ça va être de comprendre comment tu fonctionnes. C'est pour ça qu'on a créé un quiz pour déterminer ton profil de freelance. Je te mets le lien dans la bio. Salut Audrey, bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Je suis très contente de t'accueillir puisqu'on s'est rencontrés, on se le disait, en 2018 au Parc La Fontaine à Montréal. Exactement. Quand vous apprêtiez à faire un contrat avec Chloé Clem notamment, qui sont des copains aussi. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les auditeurs sachent qui tu es? Bah ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Audrey Ambarek-Rollin. Je suis donc entrepreneuse et maman aussi. J'ai plusieurs casquettes. De métier, je suis community manager depuis du coup longtemps. J'ai fait ça à travers de mes stages. Ça m'a ouvert, donc du coup en 2016, j'ai eu l'idée de lancer un blog de voyage, donc ça s'appelle Refuse to Hibernate, avec le bel accent en français, qu'on a lancé avant de partir vivre justement à Montréal. Et après, de fil en aiguille, on est rentré en France, on a développé le blog pour se professionnaliser. Et du coup, on est vraiment devenu créateur de contenu voyage. Et dans la foulée, en 2020, j'ai fait un bilan de compétences avec une amie et j'ai relancé du coup une autre casquette entrepreneuriale qui était du coup du social media management. Donc j'ai accompagné des offices de tourisme à développer leur communauté. Donc j'ai eu 2 gros contrats, principalement au Canada et en France avec les montagnes autour d'Annecy. C'était plutôt sympa comme contrat. Et de fil en aiguille, c'est vrai que ça faisait longtemps que je faisais pour les personnes et finalement en fait je me suis rendu compte que ma passion c'était plus finalement d'accompagner les personnes, de les former, etc. J'étais plus voilà dans la transmission. Et en fait en 2021 j'ai lancé ma première formation que j'ai toujours, qui s'appelle Road to Insta. Et voilà, c'est une formation pour aider les entrepreneuses et particulièrement les mamans entrepreneuses en fait à créer du contenu sur Instagram pour développer leur business, pour avoir un business périn, tout en ayant voilà une qualité de vie pro et perso équilibrée, parce qu'on sait que la création de contenu, ça peut prendre énormément de temps. Donc mon but, c'est voilà de leur faciliter la vie pour faire du contenu dans la joie et la bonne humeur. Donc, voilà, de faire du contenu qui fonctionne pour développer son business, mais voilà sans se prendre la tête, sans voilà faire de se dire ah purée c'est un peu la corvée de la semaine de faire du contenu. Non, le but c'est de prendre du kiff. Et puis aussi je donne des cours dans une école de commerce. J'ai commencé en octobre, donc je suis très contente encore. Ça vient développer encore la transmission. Et du coup t'as toujours tes 3 casquettes en même temps? J'ai arrêté le community management quand j'ai commencé mon congé maternité, donc en janvier 2023. Donc ça j'ai arrêté. J'en fais quand j'ai des demandes par exemple de clientes sur des projets qui me font kiffer et qui m'animent. Exceptionnellement je reprends quelques contrats, mais j'ai arrêté les gros contrats pour les grosses structures, etc. Okay. Voilà. Donc là j'ai la création de contenu qui prend une bonne partie de mon année, et du coup quand j'ai des trous entre les reportages, je développe aussi la partie formation, parce que Road to Insta a été refaite de zéro là cet été. Ok. Voilà. Ouais, donc on est déjà sur la V3 de la formation. Donc ouais, c'est chouette. Je ne m'ennuie pas, comme tu peux constater. Et avec un petit bout de chou au milieu, je sais ce que c'est. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, quand tu fais de la production de contenu, parce que ça c'est un gros sujet, il y a plein de personnes qui veulent se lancer en création de contenu, devenir photographe de voyage. J'aimerais bien creuser avec toi, puis après on attaquera sur Instagram aussi pour creuser sur le sujet, parce que ça intéresse beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs. C'est quoi la réalité d'être créateur de contenu voyage? Est-ce que pour vous ça a démarré tout de suite ou vous aviez des contrats rémunérés? Comment ça a fonctionné votre point de départ? Non, alors au début, on s'est pas dit tiens on va lancer ça pour se professionnaliser. En fait finalement on a voulu lancer un blog et autour nos réseaux sociaux.
ce qui a un peu changé depuis, parce que je trouve que maintenant, il y a beaucoup de créateurs qui se lancent sur Insta et après qui se disent « Ah, ok, je vais faire un blog, par exemple, ou YouTube, ou voilà, un autre réseau. » Mais du coup, voilà, on a vraiment voulu faire un blog à la base parce que on partait s'expatrier au Canada et on s'est dit, en fait, on va parler de notre expatriation, parce que déjà on n'avait pas envie de passer nos week-ends sur Skype avec nos familles, donc on s'est dit cool, on va pouvoir leur envoyer nos articles en mode tiens, regarde ce qu'on a fait, les flemmards. Et aussi on s'est rendu compte en parlant autour de nous qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de s'expatrier. Après je pense que c'est un caractère, mais moi je me suis dit en fait non, t'arrêtes juste ta vie actuelle et du coup tu reconstruis ailleurs, mais c'est pas difficile dans le sens où trouver un travail au Canada, c'est flexible, on sait, ça va assez vite. Du coup, avec Mickaël, on avait aussi l'envie de dire, voilà, si nous, on peut le faire, vous pouvez le faire. Oui, en effet, il faut un petit peu d'argent de côté pour débuter et se laisser 1 ou 2 mois de démarrage, mais je veux dire, tout le monde peut se le permettre. Enfin, la plupart des personnes, quand derrière, il y a des objectifs de vie, de s'expatrier, tout le monde peut en être capable, selon moi. Donc, on avait vraiment envie de se dire, ok, on commence ce blog pour vraiment... par passion, pour parler vraiment d'expatriation et puis voilà, de montrer les coins qu'on découvrait au Canada. C'était découverte totale, on n'était jamais allés, ni mon conjoint Mickaël ni moi. Donc voilà, on s'est dit on fait ça pour le kiff et ça a mis bien 1 an avant qu'on se professionnalise. En fait, on a eu une demande d'un prestataire qui avait des tiny house dans la région du Québec-Maritime. Et en fait, il nous a contactés pour nous dire voilà, en fait, j'aimerais bien vous inviter sur un long week-end à découvrir l'endroit. Et en fait, on a été mis en contact avec l'office de tourisme. Et en fait, c'est un peu ça qui a démarré les projets pro. Et en parallèle, moi, j'étais rentrée en France pour faire un salon des blogueurs voyage qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle le WAT, le We Are Travel. On y avait été. Voilà, j'avais été la session de Saint-Malo en 2017. Et en fait, on avait commencé à collaborer avec des offices. Donc l'office de tourisme de la Nièvre, qui est le département d'où je viens, et la Belgique. Donc en fait, quand on était rentré après notre PVT Canada, on a fait un long voyage. On a voyagé pendant moins 6 mois, parce qu'on avait mis des économies de côté pendant nos 1 an et demi de PVT. Et en fait, on a fait ces 2 OP. Et puis autour de ça, on a fait un gros trip au Canada pour un peu la fin de notre PVT. Donc on a visité le Nouveau-Brunswick, les Rocheuses. Après on a fait un gros trip aux US de 5 semaines. Et voilà, on a fait un petit peu la Belgique puisqu'on avait un contrat. On a fait le Portugal parce qu'on avait l'anniversaire d'un pote là-bas. On a fait l'Islande aussi parce qu'on avait pris un stopover donc pour rentrer en France. Donc voilà, on a pas mal voyagé. Et en fait, c'est ça qui a vraiment lancé le blog, si tu veux, et la partie professionnelle. Et du coup, on s'est dit, ok, je pense que là, c'est le bon moment pour rentrer parce qu'en fait, suite à ce salon, en fait, on a commencé à se faire découvrir. Les gens ont découvert notre travail et ils ont kiffé la qualité de notre contenu, même si maintenant quand on le regarde on se dit waouh, on faisait ça, oulala. Je pense que tout créateur connaît ça et en fait c'est ça qui a vraiment lancé le blog et c'est grâce à tout ça en fait finalement au côté passion parce qu'en fait on a fait beaucoup de choses en perso. Et ça a permis en fait de se faire comme un book en fait parce qu'on a dit voilà, ça c'est notre travail, regardez, on a fait tous ces voyages perso mais du coup regardez quel type de photos on est capable de vous faire, quel type de vidéos et derrière voilà, on a pu faire le fameux kit média. Donc même si à l'époque on avait des statistiques qui étaient assez timides parce qu'on commençait, en fait la qualité du contenu qu'on a fait, finalement les offices de tourisme et les autres prestataires touristiques nous ont fait confiance déjà sur la qualité du contenu avant les gros chiffres parce qu'on n'était pas les plus gros blogueurs du secteur touristique. Donc voilà, mais vu que c'était un peu les prémices, si tu veux, on a été chanceux parce que du coup les gens faisaient confiance quand même à des créateurs qui n'avaient pas des gros nombres d'abonnés sur Insta, etc. Je pense que ça a un petit peu changé maintenant. Mais voilà, en fait, le secret, c'était juste de dire, ok, c'est une passion au début, et voyager, ça coûte de l'argent, et on l'a sorti de notre poche au départ pour montrer le type de contenu qu'on pouvait faire. Et c'est ça qui a lancé après, du coup, le fait d'avoir de plus en plus de demandes de reportages, de continuer à faire un peu des salons, du coup, pour avoir des nouveaux points de contact, parce que c'est la manière de démarcher que je préfère, parce que j'aime bien rencontrer les gens et nouer des liens réels, on va dire, enfin, vraiment en visu. Et du coup, c'est ce qui nous a ouvert plein d'opportunités, de super reportages qu'on a pu faire avec des offices de renom, donc on est plutôt contents, et des marques aussi. On a bossé pour Dacia notamment il n'y a pas très longtemps, pour des voitures électriques. Le petit côté écolo. Donc voilà, parce que du coup on a aussi choisi de se spécialiser sur les voyages plutôt durables. C'est vrai qu'on évite de prendre trop souvent l'avion, on essaye de se limiter à 1 fois par an. Parfois, il y a des années où on le prend pas. Et c'est vrai que c'est assez challengeant quand t'es créateur de contenu de te dire, ok, là, je vais prendre l'avion. Il va falloir qu'on parte sur une durée assez longue parce qu'on se dit, ok, si on prend l'avion, il faut vraiment sur place qu'on rentabilise le temps, quoi. Qu'on se dise, ok, on part pour 1 mois, par exemple, minimum. Donc voilà, on essaye de conjuguer un petit peu tout ça.
Et donc, bien sûr, il y a des fois, il y a des opportunités qu'on se dit, bon, là, on va pas le faire parce que c'est pas en lien trop avec nos valeurs, quoi. Et du coup, les offices de tourisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent comme type de collaboration? C'est quoi? Tu parlais avant, ils cherchent plus des gros chiffres. Ils attendent quoi en termes de prestations? C'est facile de signer avec eux ou ils sont assez challengeants? Ça dépend totalement des clients que tu as en face. Tu as des offices, ils vont vraiment miser sur la qualité de contenu parce qu'en fait, ils ont vraiment un objectif de création de contenu. Donc, on va faire de la création de contenu. Même parfois, ils demandent de la création en marque blanche. Donc, c'est pas forcément... Il y a notre crédit, mais c'est pas forcément un contenu qu'on va faire sur nos plateformes. Par exemple, on a travaillé avec la SNCF Connect cette année-là, en juillet. Et eux, en fait, ils voulaient vraiment des créateurs de contenu pour faire des vidéos, mais que sur leur Instagram. Donc, on n'avait pas la poster, nous. C'était eux qui la postaient, eux qui la sponsorisaient. Et du coup, ils créditaient, bien sûr, parce que ça, c'est normal, c'est le droit d'auteur. Mais voilà, par exemple, eux, ils voulaient pas forcément faire de l'influence. Ils voulaient vraiment faire du contenu. Donc là, du coup, la qualité de contenu était importante pour eux. Il y a des offices, oui, qui vont regarder les chiffres, bien sûr. Il y a des offices, par exemple, qui m'ont déjà dit nous, on ne travaille pas avec des personnes qui ont moins de X vues par mois sur le blog, tu vois, qui ont moins de 20 000 abonnés, par exemple, sur Instagram. Ça arrive. Après, c'est de plus en plus rare, je trouve. C'est arrivé au début. À Saint-Malo, justement, il y avait des offices qui nous disaient nous, on ne travaille pas avec des personnes qui ont moins de 20 000 abonnés sur Instagram, tu vois. À l'époque, avoir 20 000 abonnés sur Instagram, c'était énorme. Ça l'est moins maintenant. Avec les Reels et tout, parce qu'on peut vite grimper. Mais à l'époque, c'était énorme, 20 000 abonnés. Donc, ça dépend totalement. Je pense maintenant, c'est un mix. En fait, je pense, la plupart des gens qui ont travaillé, ils regardent vraiment notre contenu. En fait, ce qui est important pour eux, c'est aussi la cible que ça peut toucher. Donc, ils regardent, par exemple, sur le blog et nos statistiques, OK, c'est quoi la part, par exemple, de personnes, de nos lecteurs ou de nos abonnés qu'on a sur... par exemple, si c'est les femmes qui visent, OK, c'est quoi la part de femmes qui nous lisent ou qui nous suivent? Et dedans, c'est quoi, en fait, au niveau de l'âge, par exemple, c'est quoi les catégories qui les intéressent et surtout où est-ce qu'ils habitent? Ça, ils regardent énormément. Il y en a qui ont un marché, par exemple, en France. Donc, ils regardent les lecteurs qui te suivent en France. Et il y en a, en fait, qui regardent, par exemple, les villes. Parce que il y a certains offices en France qui vont, par exemple, dire, nous, nos grands pôles, par exemple, c'est Paris et Lyon. Donc, ils vont regarder le nombre d'abonnés que tu as ou le nombre de lecteurs que tu as sur ces deux villes. Donc, il va falloir aller fouiller dans tes statistiques pour dire, voilà, c'est ça que représente notre part d'abonnés. Et ils vont aller regarder ça, quoi. Et aujourd'hui, ils sont plus intéressés par le contenu blog ou par le contenu Instagram? Les deux. Parce qu'en fait, c'est hyper complémentaire. Le contenu Instagram, on va être sur un contenu, même s'il y a des contenus qui perdurent dans le temps, on va quand même être sur un contenu qui est de courte durée. Alors que le blog, on va jouer vraiment plus longue durée. Tu vois, nous, on a des articles de blog qui performent alors qu'ils ont 3 à 5 ans. C'est plus difficile sur Instagram. Avec les Reels, ils peuvent toujours performer 3 ans, 1 an plus tard. C'est rare quand même qu'un contenu 5 ans plus tard il soit toujours visible sur Instagram. Ça peut arriver maintenant avec les changements d'algorithme, mais c'est quand même très rare. Donc oui, en fait, ils vont chercher à avoir une complémentarité. Ils vont se dire, ok, sur le blog, ils vont bosser plus le côté SEO rédactionnel plus long, et sur les réseaux sociaux, ils vont aller viser quelque chose de plus court terme, faire découvrir la destination pour, par exemple, les futures vacances qui arrivent. On va être vraiment sur, une idée de voyage dans l'année. Ouais, par exemple, dans l'immédiat. Ou l'année qui arrive. Ouais, faut avoir un petit côté en ce moment. Ouais, c'est ça. Et anticiper les prochaines vacances. Est-ce que tu dois faire du contenu d'hiver en été pour programmer le... Non, on peut pas. Parce qu'en fait, généralement, quand on bosse avec des offices, ils veulent quand même qu'on sorte le contenu assez rapidement dans le mois. Donc là, par exemple, les contenus qu'on va faire en décembre, on va profiter bien sûr de l'immédiateté de l'hiver. Donc c'est des contenus qui vont vivre jusqu'à à peu près mars, tu vois, la fin de l'hiver. Par contre, sur le blog, c'est vrai que si on a des contenus orientés un peu en décembre, fête de Noël, etc., ils vont vivre jusqu'à l'année prochaine, où du coup le SEO qui met à peu près 3 à 6 mois à se mettre en place, il va être bien en place pour les gens justement, tu vois, en septembre 2025, qui vont commencer à se dire, ok, c'est quoi les marchés de Noël à faire, par exemple autour de Paris, accessible en 2-3 heures de train, et là, boum, notre article popera parce qu'il sera remonté dans Google. Donc ouais, finalement, tu joues un peu court terme en te disant, ok, sur les réseaux sociaux, il faut poster assez rapidement, parce que du coup, on va y aller par exemple sur les premiers week-ends de décembre. Donc là, le but, c'est de faire du contenu, par exemple, sur Instagram assez rapidement pour que les gens qui savent pas quoi faire les week-ends d'après se disent, ah ok, il y a tel marché de Noël, par exemple, dans les Vosges ou à Mulhouse qui nous intéresse, on ne sait pas quoi faire, on va y aller. Et après, du coup, on se dit, ok, sur le blog, on peut poster l'article un petit peu après, et de dire qu'en fait, les gens soit vont aller voir les spots en hiver, ou soit se dire, ok, pareil, l'année prochaine,
on va aller à ces marchés de Noël là en fait. Donc il y a vraiment deux stratégies. Attends, on est en train de dire beaucoup de choses très intéressantes, puis tu vas passer à autre chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a préparé un guide dans lequel on te répertorie les meilleures astuces pour te lancer sur Instagram, partagées par nos invités et par nos propres découvertes. Il est spécialement créé pour les créateurs qui veulent se lancer en indépendant. Le lien est dans la bio. Et c'est reparti, on se retrouve dans l'interview. Et dans les contrats, qu'est-ce que c'est le truc auquel il faut absolument penser quand tu es créateur de contenu? Vous avez peut-être fait des erreurs sur le chemin et tout. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en création de contenu par rapport à la signature de contrat, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses à mettre absolument dedans? Ouais, alors en fait, quand on veut signer un devis ça sert à rien, c'est pas un contrat. Moi je conseille de faire au moins des conditions générales de vente à côté, où dedans on va mettre, c'est quoi notre manière de travailler. S'il y a des validations à faire, le mieux c'est de mettre des dates, mais généralement, nous c'est très rare quand même qu'on se dise ok on va poster telle date, telle date, telle date. En plus quand t'as un enfant, tu sais pas quand vraiment tu vas poster, donc déjà tu postes généralement après le reportage parce que en vrai sur le moment c'est très dur de tout faire en live. Nous généralement par exemple les articles on dit on poste entre 1 à 3 mois. Les contenus on essaie de les poster par exemple dans la semaine suivante, comme ça au moins ça donne un cadre, et de dire s'il y a des validations, on donne à la personne des moments de validation. Par exemple s'il y a la validation d'une vidéo, la personne a par exemple 2 semaines pour nous faire ses retours s'il y a des changements, s'ils commandent une vidéo un peu sur commande où ils ont leur droit de regard. Parce qu'on fait 2 types de vidéos, on fait des vidéos un peu sur commande où il y a un brief, et des vidéos plus type d'influence où il n'y a pas de brief, donc finalement ils nous font confiance, ils savent un peu notre patte et il n'y a pas du coup de validation. Donc pour les validations bien sûr, toujours faire une espèce de timeline avec des dates de validation. Ça nous est arrivé en fait il y a 3-4 ans je dirais. Il y a un client, en gros la vidéo était prête une semaine après qu'on soit rentré, et en fait je sais pas, ils avaient des problèmes en interne et en gros ils ont mis 3 mois à nous répondre. Enfin c'était un enfer. Et pour le coup après ils nous ont dit on aimerait bien que vous mettiez ça dedans. Non mais en fait on n'a pas filmé ces plans puisque vous nous avez pas donné de brief. Donc du coup on n'a pas les plans que vous nous demandez. Donc en fait ils nous aident des retours. Tu vois, nous on leur dit par exemple s'il y a des plans qui vous viennent on peut les changer. Mais en fait, on pouvait pas mettre des nouveaux plans qu'on n'avait pas. Donc voilà, toujours dire ok, si vous voulez un brief précis, si vous avez des idées en tête, de dire donnez-nous un brief, il faut qu'on l'ait X temps avant de partir, c'est super important, parce que souvent il y a des gens qui te donnent le programme la veille de partir. Ça c'est pas possible si par exemple tu veux faire un peu un storyboard de la vidéo que tu veux faire et que tu dois avoir un brief. Donc en fait de leur dire voilà, par exemple le brief ou le programme du voyage, il faut que je le reçoive par exemple 1 à 2 semaines avant de partir, donc à telle date il faut qu'on l'ait, pour pouvoir justement éventuellement faire des échanges, dire ok on a pensé à ça, est-ce que ça vous va, etc. Autre chose importante aussi, c'est mettre un cadre sur les droits de tes contenus. Le mieux c'est de reprendre un contrat déjà existant, par exemple qu'on aurait eu avec un autre office si jamais on l'a fait, pour avoir les droits sur les photos. Donc par exemple, ça va encadrer combien de temps ils ont le droit d'utiliser tes photos, parce qu'il faut toujours avoir une durée de limitation dans le temps. Tous les droits, en fait, il y a des limitations dans le temps. Tu peux pas faire illimité. Il faut une limite géographique. Donc, par exemple, dire, OK, nos photos, vous pouvez les utiliser en France, en Europe, dans le monde. Il faut cadrer ça. Et il faut aussi cadrer les utilisations. Est-ce qu'ils ont le droit de donner aux partenaires de l'office de tourisme, par exemple? Ou est-ce qu'il y a que l'office de tourisme en question qui a le droit? Est-ce qu'ils ont le droit de les donner à la presse? Est-ce qu'ils ont le droit de faire de la publicité avec, par exemple, de mettre dans des encarts dans le métro, sur des bus, etc. Ça se cadre en fait. Par exemple, nous, généralement, on cadre à, format A4 max. Si vous avez besoin de plus grand, vous repassez par nous, parce que sinon, si tu cadres pas ça, tu peux retrouver ta photo partout, en salon, sur des énormes, comme des kakémonos, des choses comme ça, ou même carrément en énorme sur les stands. Donc ça, tu dois le cadrer. Par exemple, pareil, tu dois dire si la personne, il faut qu'elle te demande, par exemple, si elle veut faire des cartes postales avec, ou des stylos, etc. Tout ce genre de choses, ça, il faut cadrer. Il faut que tu dises, par exemple, que t'es pas d'accord pour faire ce genre de choses, ou alors qu'il faut demander ton avis. Donc ça se cadre. Voilà, il faut que tu dises par exemple comment ça se passe. Est-ce que tu livres les photos en HD, sous combien de temps, etc. Comment ça se passe le process de validation. La vidéo pareil, est-ce qu'il y a des étapes de validation ou pas? Ça faut que tu le dises. Et aussi un gros pôle qui des fois donne matière à discussion, c'est comment tu te fais payer. Est-ce que tu demandes une avance sur le contrat? Donc par exemple tu peux demander 30-40%, c'est ce qui se fait généralement d'avance à la signature. Donc tu peux te faire payer sur facture au moment où tu signes le contrat, avant que tu partes. Ou alors tu dis je me fais payer en rentrant du voyage.
Parce que si tu te fais payer par exemple à réception de tous les contenus, bah du coup tu peux te faire payer 3 mois plus tard, et puis la personne, si t'as pas bien cadré aussi le nombre de jours de paiement, bah tu peux te retrouver à être payé 6 mois plus tard, quoi. Donc ça c'est pas rentable. Donc ça par exemple il faut que tu dises, ben je suis payé à par exemple 30 jours réception facture, c'est un peu la norme, même si des fois il y a des gens qui te demandent 60 jours, c'est assez rare mais ça arrive. Et bah voilà, si c'est par exemple 60 jours, moi je conseille de négocier quand même un pourcentage du coup d'acompte de par exemple 30% pour essayer de bah voilà optimiser ta trésorerie, parce qu'en fait finalement il y a certains offices qui ont des grosses machines derrière de compta etc, et puis bah ils peuvent te payer à l'heure ou pas, quoi. Donc si tu veux pas avoir de problème de trésor, aussi bien cadrer ce point-là dans tes conditions générales de vente. Et les conditions générales de vente, tu les envoies et tu les fais signer au moment où les personnes signent le devis. Ça te sert de contrat si tu veux. Comme ça derrière t'as pas besoin de faire un contrat. Et généralement les offices de tourisme par exemple, ils ont souvent des contrats pareil après qui te font signer. Donc voilà, pas hésiter à demander de l'aide aussi des fois à d'autres créateurs de contenu. Nous je sais que on a bossé nos conditions générales de vente avec d'autres créateurs, on s'est mis en groupe et puis voilà, on s'est dit on fouille un peu sur internet, on regarde un peu des documents. J'avais acheté un modèle de conditions générales de vente de Madame la juriste, qui est une juriste assez connue dans le monde de l'entrepreneuriat et qui vend des modèles de contrats en fait et de conditions générales de vente, etc. Donc je m'étais servi de ça de base, si tu veux, de travail. Et après nous on avait rédigé des choses en fonction de nous, nos besoins en tant que créateur de contenu. Parce que là, c'était vraiment quelque chose de général pour les prestataires de services. Et bah, tu vois, on l'a travaillé à 3 créateurs de contenu et bah, on est assez content du résultat. Et à chaque fois qu'on a des clients, maintenant, on leur fait signer, en fait. Et ça te prévaut de contrat si jamais tu as un problème. Ben, tu peux te servir de tes conditions générales de vente, parce que si demain il y a un client avec qui tu as juste un devis et une facture et qui te paye pas, t'as pas de moyen de te retourner. Parce qu'un devis ne fait pas office de contrat. Et donc, j'ai déjà vu des freelances, pas forcément des créateurs de contenu, mais par exemple avoir un gros client, des contrats à 20 000 €, les gens les payent pas. Et on leur dit, bah ouais, mais il n'y a pas de contrat. Donc, du coup, face à la justice, vous aurez rien, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, c'est à compte obligatoire. Ouais, sinon, bah après, il y a certains offices qui veulent pas. Donc, parce que avec la compta, ils peuvent pas le faire pour X ou Y raison logistique. Mais généralement, ouais, on le demande. Parce que sinon, après, bah, tu travailles, puis c'est pareil, tu vas sur place. Il y a de l'argent qui sort parce que tu es sur place. Et puis ça dure longtemps. Super intéressant, en tout cas, ton retour sur les contrats, sur les coulisses. Ouais. Puis un truc bête aussi, mais maintenant, il y a la fameuse loi influence. Selon la loi, du coup, de l'influence, de la création de contenu, tu es censé déclarer aux impôts tous les hôtels que les prestataires vont te payer, tous les restaurants, etc. Et même les activités. Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de dû et que du coup, tu uses de ton influence pour ça. Donc, pour contrer la loi, il faut en fait mettre dans tes conditions générales de vente que du coup, dans le cadre du reportage pour mettre en avant la destination, tu es obligé, du coup, en tant que prestataire de service, d'être nourri, logé et de tester les choses et donc de dire, bah en fait, voilà, je suis obligé d'aller à l'hôtel dormir parce que je suis sur place, je suis obligé de manger et donc de dire, par contre, je ne suis pas tenue de parler des hôtels et des restaurants. Et ça, faut bien le dire à ton client. Mais ça, ils le comprennent. Bien leur dire, ok, t'inquiète pas, je vais en parler, il n'y a pas de souci, si ça me plaît, etc., j'en parlerai. Mais en gros, de pas te dire, ok, je vais mettre en avant tel hôtel ou tel restaurant, parce que si tu le fais, tu vas devoir le déclarer à tes impôts. Donc pour contourner la loi, tu dois te dire, bah non, en fait, je suis pas obligée, c'est juste que comme tout humain qui va à un endroit, je dois dormir et manger. Et si tu as ça dans tes conditions générales de vente, t'es pas obligé du coup de déclarer l'hôtel ou le restaurant aux impôts. Si t'es dans le cadre bien sûr d'un reportage pour un office de tourisme. Si demain tu vas faire une OP avec un hôtel, bah t'es obligé de déclarer l'hôtel aux impôts. Faut que toi tu factures ta nuit à l'hôtel. Ouais, mais même si tu factures ta nuit à l'hôtel, du coup, tu vas payer des impôts dessus, quoi. Ah ouais, même pas avec le système de débours et tout, hein. Non, ça marche pas. Donc t'as pas intérêt à aller dans les hôtels 4 étoiles. C'est ça. Bah en fait, faut faire des collabs que avec les offices. Ça crée plein de nouvelles façons de réfléchir à l'activité, en fait. Ouais, c'est un peu dommage, parce qu'en plus, ils font ça. Après, je comprends, il y a eu des abus, mais je veux dire, les journalistes, eux, n'ont pas besoin de le faire, par exemple. C'est pas très cool, je trouve, ça tue un peu... le métier, dans le sens où il y a des choses parfois où on veut faire plaisir à des petits créateurs ou des petites artisanes par exemple et ils nous disent je t'envoie quelque chose et est-ce que tu peux en parler, et du coup des fois on se dit ok, par gentillesse tu le fais, t'es même pas payé ni rien, mais en fait maintenant plus personne ne le fait parce que derrière tu reçois quelque chose, t'es obligé de le dire aux impôts à la fin de l'année et de payer des impôts dessus. Donc c'est un peu dommage. Audrey, c'est quoi la vérité vraie sur la création de contenu? Genre une personne qui a envie de se lancer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui nous disent moi j'aime bien faire la photo, de la vidéo, puis j'aime voyager, du coup j'aimerais devenir influenceur voyage, créateur de contenu voyage, mais c'est quoi le revers de la médaille? Alors la vérité vraie sur la création de contenu, non, en vrai déjà si t'es seul, faut se dire que tu dois tout faire toi-même. Donc en fait ton client il attend de toi que tu fasses community manager, des photos, des vidéos
et en plus de ça, tu dois faire ça pendant ton road trip où du coup, tu dois aller voir des gens. Par exemple, ils te mettent genre 4 activités dans la journée, donc tu dois aller au truc à chaque fois, faire tes photos, faire tes vidéos. Du coup, faut tout faire 2 fois, parce que tu fais tes photos, tes vidéos, tu peux pas faire tout en même temps. En vrai, c'est beaucoup de taf. On se rend pas compte, mais nous, quand on part en reportage, enfin, il y a pas mal de reportages où ça nous arrivait de faire du 6h du matin, 1h du matin, parce que, en fait, tu te lèves, tu dois faire tes contenus sur Insta. Ensuite, tu dois, du coup, préparer ta journée. Tu vas avoir le petit déjeuner. Généralement, faut le shooter parce que faut que tu parles de l'hôtel, donc tu commences à shooter ton petit déj. Ensuite, tu vas aller sur une activité. Donc, tu dois faire tes photos, tes vidéos. Tu dois changer d'activité, faire tes photos vidéos, aller manger. Pareil, tu dois faire tes photos et vidéos. Ça, on n'y pense pas, mais tu manges froid, généralement. Ensuite, tu refais généralement 1 ou 2 activités l'après-midi. Des fois, tu as des temps de trajet entre les deux. Les gens, ils veulent absolument te parler, donc tu es tout le temps en retard. Tu dois rattraper le temps. Souvent, ce qui est un peu difficile, c'est que tu te rends pas compte au début du temps que ça va te prendre de faire ce que tu dois faire. Et tes clients ne le savent pas non plus. Donc, ils vont te mettre un truc en se disant « Ok, il y a 1 heure de rando, je vais lui mettre 1 heure. » Sauf qu'en fait, non, ta rando, tu dois la faire, mais tu dois faire ton contenu. Donc, en vrai, ta rando, tu vas mettre 2 heures à la faire. Parce que tu vas te faire tes photos, tu vas faire tes vidéos, tu vas devoir marcher 14 fois au même endroit. Donc, si t'as quelqu'un qui prend des photos et des vidéos, tant mieux. Mais sinon, si t'as ton trépied, laisse tomber la galère. Donc, en fait, ça, on s'en rend pas compte. Le soir, quand tu rentres, tu dois dérocher, enregistrer tous tes contenus pour pas les perdre. Donc, généralement, tu fais des backups sur des disques durs. Ensuite, on t'a collé un resto le soir. Donc, faut que tu ailles au resto le soir. Des fois, ça prend 1h30 ou 2 heures. Tu rentres, il est 22h. Derrière, du coup, tu dois faire tes contenus. Parce que généralement, il faut que tu fasses tes contenus en live. Donc, truc que tu ne fais plus quand t'es parent. T'as compris que tu ne pourrais pas. Mais du coup, tu dois faire, par exemple, tes stories de la journée. Et tu finis, il est 1h du mat, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, mais les stories, ça prend... On a l'impression comme ça, à regarder c'est facile, ça prend 1 minute. Non, en fait, tes stories du jour, t'en as 7, ça te prend 2 heures. Est-ce que tu as encore du plaisir dans ces cas-là à voyager avec autant d'intensité et de programmes qu'on t'a préfet? Oui, mais pour avoir du plaisir, j'ai dû à un moment faire une pause. Parce que, en fait, j'en pouvais plus. Honnêtement, il y a un moment, on est parti pour un client 3 semaines. Franchement, je suis rentrée. Je pense que j'ai fait soit les prémices d'un burn-out, soit un burn-out. Parce qu'en gros, en fait, derrière, tu dois livrer tout le contenu, en plus en post-prod derrière. Donc, tu dois faire... Nous, on avait 6 articles à rendre. 6 vidéos avec des capsules vidéo, toutes des photos pour les 6 clients qui étaient dans notre client. Enfin, en gros, franchement, donc tu tapes 3 semaines en mode 6h, 1h du matin, plus derrière ça. Même j'en ai parlé avec d'autres amis qui avaient aussi bossé dans ces conditions, eux et qui étaient tout seuls, nous on est 2. J'ai un ami qui m'a dit, honnêtement, j'ai failli avoir un accident de voiture pendant le reportage tellement j'étais fatiguée, tu vois. En fait, il y a des moments où c'est trop. En plus, surtout que, faut pas oublier que derrière, t'as ton métier d'influenceur, donc t'as les gens qui te répondent sur Instagram et tout, tu dois répondre aux DM. Nous, ça va, on a, allez, peut-être des fois, on va avoir 40 DM à gérer. J'ai des amis, ils ont 400 DM par jour. Donc, tu te rajoutes ça derrière. En vrai, tu pourrais bosser jusqu'à 3-4 heures du matin, facile, quoi. Chloé et Clem pourront t'en parler. Il y a une époque où ils étaient en reportage, où ils montaient 1 vidéo par jour, où du coup, Clément, il dormait, Claudia, elle dérochait les vidéos. Ensuite, Claudia dormait et Clément montait la vidéo pour le lendemain. Donc, ils coupaient la nuit en 2 et ils faisaient ça, pendant 10 jours. Quand ils ont fait la traversée là, des Alpes. Ouais, ils ont fait la traversée des Alpes où ils ont fait ça pendant 10 jours. Et après, ils sont partis 10 jours au Canada avec nous sur la route des explorateurs et ils ont fait pareil. Donc, en fait, dans ces conditions, faut que tu aies des pauses. Sauf que des fois, faut faire rentrer de l'argent, de la trésor dans ta société. Donc, des fois, tu dis, ah, mais ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et finalement, tu cumules. Et puis, au bout d'un moment, t'as un peu... faut faire attention, en fait. Parce que sinon, tu peux arriver vite au point de rupture en mode où t'en as marre. Et il y en a plein qui arrêtent, qui disparaissent du jour au lendemain, des gros créateurs de contenu très connus. Il y a une youtubeuse, il y a pas longtemps, qui a fait une vidéo là-dessus. Elle a fait un gros stop pendant plusieurs mois. Parce qu'en fait, t'es sursollicité tout le temps, en plus de ton travail sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, déjà, je pense qu'il faut se poser un cadre. Mais faut être prêt à se dire, en fait, oui, tu vis la vie de rêve dans le sens où tu voyages, etc. Mais en fait, t'en profites pas comme si c'était toi qui voyageais, parce qu'en fait, derrière, t'as tellement le stress de faire du bon contenu, etc., qu'un couac en mode t'es un peu en retard, ou t'as la météo qui est pas comme tu voulais, etc., ta lumière est pas bonne pour les vidéos et tout. En fait, ça te génère tellement de stress qu'en fait, sur le moment, t'en profites pas vraiment, quoi, tu vois. Donc ça, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, de tout le taf derrière et de l'instant T où, en fait, t'es là pour bosser, t'es pas là pour profiter. Donc c'est très rare les moments où, finalement, tu profites. Nous, on arrive dans des hôtels incroyables, où il y a des spas et tout, on n'y met jamais les pieds. Parce que clairement, en fait, même des matins, on n'a même pas le temps d'aller au petit-déj, quoi. Parce que du coup, tu dis, ah ouais, mais attends, faut que je sois à 10h30 là-bas, mais avant, j'ai 2 spots à aller photographier. Donc, en fait, tu pars, il est 8h, quoi, tu vois. Le petit-déj ouvre à 8h. Donc, du coup, c'est bon. Tu dis, bon, allez, hop, je chope un croissant, salut, bonne journée. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte de tout ça. Et il faut mettre des cadres, faut se dire, ok, par exemple, les DM, je réponds jusqu'à tel moment. Et se mettre des limites sur Instagram, c'est parce que, en fait, moi, je regarde des fois mes temps sur Insta. Je passe des fois 6 à 7 heures par jour sur Insta. Et en fait, ça, quand j'ai regardé stats, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ok, je me mets une limite de 2 heures.
Mais honnêtement, en pic, tu sais, de production de contenu et tout, j'arrive pas à la gérer, quoi. Et là, tu dis, en fait, t'es accro à ton téléphone, parce qu'en fait, tu passes tout ton temps sur ton téléphone. Et limite, c'est pour ça que tu profites plus de ce que tu fais. Donc maintenant que vous avez une petite fille, vous avez un cadre, c'est celle qui... Complètement. Voilà. Donc nous, le soir, à 19h, faut qu'on soit au resto. À 20h30, faut qu'on soit rentré, faut qu'elle soit couchée. C'est pour ça que généralement, on essaye de manger là où on dort. Ou, voilà, de se prendre... on se dit, c'est pas grave, laissez tomber le resto, on prend un truc à emporter, on mange dans la chambre. On préfère ça, limite. Bah ouais, en fait, ça te met un cadre. Mais par contre, à 21h, quand t'es couché, tu fais pas tes stories, hein, tu vas te coucher aussi. Parce que t'es mort. Donc là, du coup, tu te dis aux gens, bah ouais, en fait, la semaine d'après, je vais faire le contenu. Et donc, bah, du coup, tu te dis, ok, bah, je vais pas repartir sur un autre truc, quoi. Mais ouais, du coup, avoir un enfant, ça peut te mettre un cadre. Mais c'est aussi encore plus fatigant, parce qu'en plus de ta création de contenu, tu dois gérer ton enfant, et ça, c'est dur aussi. On pensait pas que c'était aussi dur, d'ailleurs. Tu peux pas faire comme avant, en mode, tiens, marche 15 fois ici, je vais faire les photos, les vidéos. Non, en fait, ta gosse, elle est en train de courir sur la route. T'es là, non. Du coup, tu peux pas faire ton plan tranquille. T'es obligé de la prendre avec toi, mais elle, au bout de 2 minutes, elle en a marre, donc tu peux pas faire 15 fois ton essai photo-vidéo. Donc ouais, faut trouver tes limites. Mais c'est vrai que parfois, ce qui est un peu le cas souvent avec les jobs passion, c'est qu'en fait, t'as plus de temps off. C'est-à-dire tu bosses tout le temps. Tu peux bosser la semaine, les week-ends, jamais prendre de vacances. Et ça, il faut faire attention parce que ton corps, il a besoin de se reposer. Sinon, tu fais un burn-out, c'est sûr. Il faut être consciente de ça avant de se lancer. Ou il faut faire des choix. Du coup, de se dire, ok, j'accepte 2, par exemple, missions par mois. Ou d'accepter des plus petites missions plutôt que des gros reportages, tu vois. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de formats week-end. Parce que finalement, tu fais 3 jours, hop, c'est emballé. On se dit 3 semaines, par exemple, avec Nina, on fera plus jamais ça, quoi. No way. T'as fait 3 semaines avec Nina? Non. Ah. No. Impossible. J'étais wow. Avec tout le contenu qu'on avait à faire, impossible. Même sans Nina, on a galéré, tu vois. Donc non. Avec un enfant, c'est pas possible. Tu fais un 10 jours, mais avec un programme light. Merci d'avoir partagé les coulisses de la création de contenu voyage. On va couper cet épisode en 2. On va avoir une deuxième partie d'épisode qu'on va faire sur Instagram. Comme ça, on aura l'occasion de creuser sur comment fonctionne Instagram, les choses à mettre en place dedans. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de l'interview. Merci Audrey. Donc vous pouvez les fouiller sur le compte Refuse to Hibernate et on va creuser sur le fonctionnement d'Instagram en tant qu'entrepreneur et sa réalité aussi sur la création de contenu. On va attaquer le sujet d'Instagram pour que tu puisses le maîtriser et l'appliquer à ton activité dans une deuxième partie de vidéo. D'ici là, si tu as envie de te lancer en indépendant, tu peux télécharger le guide pour te lancer en freelance et te démarquer et attirer des clients naturellement. Je mets le lien juste là. Et si tu veux creuser avec d'autres interviews de créateurs qui sont lancés, rendez-vous ici. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.